La magie fait partie de la vie des hommes depuis toujours. Le mystère des forces qui régissent notre univers est fascinant et terrifiant à la fois. C'est pour comprendre et surtout contrôler ces forces que certaines personnes ont recours à la magie. Tu te sens comme si tu peux changer l'avenir, tu peux changer le monde autour de toi en totalité. Il n'y a plus rien qui peut t'attaquer. Avec plusieurs années de pratique, tu te rends compte que tu es un dieu. C'est rendu là, si je continuais, je survivais pas. Fasciné par la magie depuis son enfance, Yann Beauchamp n'a pu résister à l'appel de la magie noire. Il s'adonne de façon compulsive à différents rituels de magie noire qui l'entraîneront vers d'horribles conséquences. Le désir de contrôler ou de déjouer la réalité est fascinant en soi. Mais il arrive que certaines personnes se laissent entraîner dans une pernicieuse dépendance à la magie. Je parlais pas à grand monde que je faisais de la magie quand j'étais plus jeune, vu que j'avais peur de la réaction des gens autour de moi. Je me posais beaucoup de questions sur la magie. Où venaient ces rituels-là? C'est quoi l'existence même, l'essence d'où ça venait? Puis la magie a un peu répondu à certaines questions. Ça peut former une identité dans une société où c'est difficile de se faire sa propre personne. La magie de nos jours est encore difficilement acceptée. Je pense que les gens, c'est encore très tabou. Et je pense que les gens craignent aussi de ce que les autres peuvent penser d'eux s'ils apprenaient. Si un patron apprenait, je pense qu'un de ses employés pratique la sorcellerie, je suis pas certaine qu'il le garderait encore très longtemps. Ekas, este bebeloi. Elexad pehe. Oro hiba aosotpi. La magie, c'est pas quelque chose qu'il faut nécessairement évaluer avec des yeux scientifiques, des yeux objectifs. Encore là, il faut pas évaluer ça non plus avec des yeux religieux ou avec un regard moraliste. La magie, c'est pas immoral, c'est quelque chose de amoral. C'est une façon de faire, c'est une façon d'être, c'est une façon d'interagir avec la vie, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit surtout. Il existe plusieurs types de magie, mais la distinction la plus connue reste certainement celle qui existe entre magie noire et magie blanche. Faire la distinction entre magie noire et magie blanche, c'est lié à des préconceptions plus anciennes, à l'époque où est-ce que l'Église ou la religion, c'était très, très dominant, où est-ce qu'on essayait de distinguer le bien et le mal partout. Donc, c'est sûr et certain qu'ils vont faire des distinctions entre qu'est-ce qu'ils devraient faire et qu'est-ce qu'ils devraient pas faire, qu'est-ce qui est correct de faire, qu'est-ce qui est pas correct de faire. Donc, ils vont utiliser la distinction magie noire et magie blanche. Yann Beauchamp et ses amis sont fascinés par la magie. Ils se lancent dans une quête qui s'intensifie alors que ceux-ci découvrent une cabane abandonnée. Ils en font leur refuge. La cabane était un petit peu en retrait du début du boisé, qui était vraiment tout petit. Puis, on ne sait pas exactement à quoi c'était utilisé avant, mais c'était sûrement un entreposage X. Si on prend une marche lente, c'était environ 5-10 minutes d'un chemin très passant. Donc, nos parents n'avaient pas vraiment de problème à nous envoyer là. Une bande de jeunes qui essaient de monter une cabane dans le bois pour passer des fins de semaine une fois de temps en temps l'été. C'est bon, ça. C'est mieux que n'importe quoi d'autre. Donc, on va les laisser aller. C'est pour ça qu'on a été capable d'avoir un petit peu notre jardin secret.
Chez le jeune adolescent, naturellement, c'est un âge privilégié pour la quête de sens, sens à la vie, sens de la destinée. Donc, il y a des jeunes qui vont être un peu plus attirés par la religion, le spirituel, l'ésotérisme, l'occultisme, parce que le jeune, à cet âge-là, est en train de résoudre en fait son identité, qui est un long processus. La première épreuve que s'impose le groupe de jeunes magiciens est un rituel de base qui consiste à faire bouger la flamme d'une chandelle par la simple force de la pensée. La première étape qui s'adresse au pratiquant qui veut commencer à étudier un peu ce domaine-là, c'est plus facile de le faire avec un support. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir, par exemple, la chandelle. C'est une pratique très bénéfique parce qu'elle amène la personne à faire le lien entre intérieur-extérieur, à faire le lien aussi de l'impact des énergies. Par exemple, si je fixe une chandelle, je me nourris du feu que la chandelle dégage. Je me nourris de cette énergie-là qui vient me remplir. Et en échange, je peux apprendre à l'influencer. C'est là que commence vraiment le rapport entre le pratiquant et sa pratique spirituelle. Les premiers rituels de magie blanche qu'on a fait, c'était des rituels anodins. On va faire un petit rituel pour s'apporter de la chance, pour essayer d'être le mieux possible, d'être le plus performant. C'est des rituels pour, finalement, bénéfiques. On se vise soi, puis on essaie de s'augmenter, puis se donner de la chance, puis essayer de nous donner un petit avantage, finalement. Bien, au début, quand on faisait nos rituels, surtout pour la chance, on était un peu tous sceptiques. On commençait dans le domaine. Puis, surtout quand on visait la chance dans quelque chose, la limite entre le rituel réussi et c'était une coïncidence, la limite est vraiment pas très grande. Donc après ça, on a décidé d'essayer de viser quelque chose qui avait un peu plus, finalement, une répercussion plus tangible que oui ou non, peut-être de la chance. C'est pour ça qu'on a commencé à viser des effets directs, que la répercussion serait claire, nette et précise, que ça pourrait être un « ah, peut-être ». Jason, lui, a toujours été un peu plus le rebelle du groupe, si on peut dire. Ça n'a jamais été celui qui allait vraiment, par exemple, qui était bon à l'école, il skippait les cours. Puis c'est arrivé une fois où c'était vraiment crucial pour lui d'avoir finalement une bonne note au sein de son examen. Puis on a décidé de faire un rituel pour essayer de l'aider, pour lui donner une meilleure note. J'ai l'impression que quand on va vers la magie, on pense que tout va être à nos pieds. Hein? Et ça donne beaucoup un sentiment de puissance, de pouvoir sur les êtres autour, peut-être même sur les objets. Alors, c'est un aspect qui est très attirant pour le jeune, parce qu'il est en période de vouloir être grand, hein, de vouloir devenir un adulte, puis en même temps, il peut constater de la déception chez ces adultes-là, il peut être déçu des modèles qu'il y a autour de lui. Mais en fait, parvenir à résoudre son identité, c'est d'accepter aussi ses limites. Sinon, on tombe dans la toute-puissance. Ça a été à notre grande surprise. Finalement, ça a été un grand succès. Il y a eu une note, je ne me trompe pas, en haut des 80, 90. Pourtant, la moyenne de la classe était en dessous de 40 % parce qu'il n'y a personne qui avait compris l'examen. Galvanisé par cette réussite, Yann Beauchamp et ses amis délaissent lentement la pratique de la magie blanche au profit de la magie noire. La réalité s'altère autour d'eux. On est arrivé à un moment où on n'avait plus le choix de changer soit de méthode ou de changer de processus, vu que la magie blanche nous avait pas mal tout appris, ce qu'on pouvait avoir au sein des livres et des ressources qu'on avait sous la main. On a eu la décision de s'en aller dans la magie noire après un grand caucus. On a discuté pendant des heures pour savoir si on allait se lancer dans un domaine qui est plus complexe, qui est méconnu. Deux sortes de pierres, une de chaque couleur. Puis quand on a décidé de faire ça ensemble, c'était tout ou rien.
C'était soit qu'on y va tous, on y va pas. Ça a été presque un vote démocratique, si on peut dire. Puis c'est comme ça qu'on a décidé qu'on allait se lancer un peu plus dans la magie noire. La magie comme telle, c'est un outil. C'est que c'est pas vraiment blanc ou noir, méchant, bien ou mauvais. C'est vraiment l'intention qui fait si l'acte est mauvais ou bien. La question de faire de la magie noire est très intéressante parce que, évidemment, dans toute l'histoire de l'humanité où on s'est intéressé à la magie, on a campé ça à peu près en deux camps. La magie blanche, qui est vue comme positive, comme un apport positif au monde ou aux personnes qu'on côtoie. Mais évidemment, s'identifier comme quelqu'un qui fait de la magie noire, c'est d'emblée considéré comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pessimiste, comme une action négative envers le monde ou envers des individus qu'on connaît. Évidemment, là, s'identifier comme quelqu'un qui fait de la magie noire, c'est s'identifier comme quelqu'un qui trahit même ce que c'est que le sens d'être un être humain, d'être en relation avec les autres. C'est un choix facile. Pourquoi prendre le chemin compliqué quand tu as le chemin facile devant toi? Puis malheureusement, quand tu es jeune, c'est l'option qui sonne souvent la meilleure. Et une fois que tu es capable de te rendre compte que tu peux manipuler tout autour de toi, simplement par ta volonté de le faire, il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu veux avoir quelque chose, tu peux faire un rituel pour l'avoir. Puis une fois que tu as la main sur cette connaissance-là, c'est qu'elle part pas. C'est permanent. Puis ce qu'il veut, il va l'avoir. Puis s'il réussit pas, rendu là, il va juste croire qu'il faut qu'il réessaye encore. Mais est-ce que de toute façon, la magie noire, c'est la solution, rendu là. Que le monde autour de toi décrépit à petit feu, si toi, tu deviens plus fort, plus important, t'as pas de problème dans la vie, toi, après. Les autres qui ont des problèmes, ils ont couru après. Mais toi, un vrai dieu, dans une petite cage, jusqu'à temps qu'il se rende compte que la cage, elle pète. L'appel de la magie noire marque la fin de l'innocence pour Yann Beauchamp et ses amis, qui semblent avoir de plus en plus de difficultés à faire la distinction entre le bien et le mal. On est en contrôle du monde. C'est comme ça que tu te sens quand tu fais de la magie noire. Pas mal tout ce qu'on faisait était lié à la magie noire d'une manière ou d'une autre. Puis on voyait plus les limites, là. Pourquoi arrêter à un petit rituel étrange quand on sent qu'on pourrait aller jusqu'à finalement à l'infini? Il n'y a rien qui nous arrête. Absolument plus rien. La pratique de la magie noire prend une place démesurée dans la vie de Yann Beauchamp et de ses amis. Les jeunes se retrouvent alors face à de sérieuses conséquences. J'ai l'impression que la magie noire, au niveau de la personnalité, représente peut-être justement l'aspect plus sombre, plus souffrant des jeunes. Alors, la magie noire, probablement que ceux qui la pratiquent ont un besoin de se sentir fort, puissant, dominant. Habituellement, on va souvent dire en psychologie que lorsqu'on est dans la violence, c'est révélateur d'une souffrance, puis peut-être d'un sentiment beaucoup plus de petitesse, paradoxalement. Sébastien était vraiment parti sur une de ses idées folles, que dans le fond, il avait fait un rituel qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas être blessé. Juste, inconsciemment, ne peut pas être blessé. N'ayant aucune idée si son rituel avait réussi ou non, il a décidé que lui, l'autoroute, un boulevard, une rue, c'était plus grave. Il voyait l'automobile s'en venir, de toute façon, on ne peut pas me blesser.
Il n'y a rien qui pouvait le toucher dans sa tête. Il était complètement invincible, puisque son rituel a réussi. C'était assuré. Mais à ce niveau-là, il n'y a personne qui est invincible pour vrai. Mais il était convaincu que lui ne peut pas mourir. Il y a des gens qui arrivent à explorer la magie noire sans problème personnel, je dirais, sans avoir de problème dans leur vie personnelle. Ces gens-là, ils ont en général une grande expérience, une grande pratique derrière eux. Ils vont pas tenter des expériences avec des esprits, je dirais, plus ou moins maléfiques, ou ils vont pas tenter des expériences d'influence à distance, par exemple, de manipulation psychologique. Ça, ces gens-là, soit qu'ils savent ce qu'ils font, puis qu'ils le font avec une certaine réserve, ou soit ils savent vraiment pas dans quoi ils s'embarquent. Ça peut avoir des conséquences effectivement dramatiques. Quelqu'un qui serait instable émotionnellement ou mentalement, qui déciderait de se lancer dans la magie noire, même dans la magie en général, mais surtout la magie noire, c'est vraiment dangereux, vu que ça donne des idées de grandeur très rapidement, ce qui fait en sorte que la personne va pouvoir s'identifier complètement dans le domaine, puis commencer à se créer finalement une deuxième identité. La magie dans ma vie, c'est toute ma vie. Adolescente, je me cherchais comme tous les adolescents. Puis à ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à faire de la magie que je me suis sentie complète. Si j'en ai pas, je me sens vide, je me sens qu'il me manque quelque chose. Puis pour moi, c'est la Wicca puis la magie. Le Wicca est une croyance, une religion pour certains, où des dieux et déesses mythologiques sont invoqués. Les praticiens Wiccans ont recours à la magie blanche, fortement inspirée par le culte de la nature. Alexandra Caron est une sorcière accomplie. Elle pratique ici, avec un collègue magicien, un rituel de transformation qui vise à donner un pouvoir de changement sur la vie du magicien. Enfant, je me sentais sur une autre planète un peu. Puis quand j'essayais d'aborder ce sujet-là avec les autres enfants, ça marchait pas. Je frappais comme un mur. J'essayais de comprendre pourquoi eux me comprenaient pas. Pourquoi eux vivaient pas ce que je vivais. Je voyais les auras, puis je me demandais pourquoi personne ne le voyait pas. Mais quand je me suis rendu compte que personne les voyait, je me suis demandé pourquoi moi je les voyais, puis pas les autres. Je me suis demandé aussi pourquoi moi je croyais en Dieu, puis pas les autres. C'est des questions que quand t'es enfant puis que tu te poses ces questions-là, ça fait quand même un drôle de sentiment de te sentir vraiment à part de tout le monde. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait des études magiques assez poussées. C'est là que j'ai commencé à écrire dans mes grimoires. J'ai pas rédigé des articles tout de suite, mais j'ai commencé à rédiger des grimoires. Là, je me suis mis à prendre des notes, à lire tout ce que je trouvais de livres, de grimoires, de traités anciens sur l'astrologie, la cabale, la magie, l'ésotérisme en général. Je passais le plus clair de mon temps, soit dans ma chambre ou dans mon temple, à faire mes études, ma pratique. Le grimoire est souvent représenté comme un grand livre poussiéreux, mystérieux et occulte, un objet incontournable dans la panoplie du parfait magicien. Mais qu'en est-il réellement? Les gens sont souvent surpris par rapport au fait que les livres n'ont pas l'air vieux, sont pas poussiéreux, des espèces de tombes immenses avec des couvertures de cuir qui s'égrènent. Ils trouvent que les livres ont l'air modernes, que les livres ont l'air ordinaires. Ils le sont. Ce qui va faire la différence entre un grimoire ou un livre magique, ça va être beaucoup plus son contenu que son aspect extérieur. Ce qui va faire la différence entre le magicien et le lecteur de livres magiques, ça va être davantage la façon qu'on comprend, la façon qu'on va interpréter les livres magiques. Les sorciers et sorcières utilisent beaucoup des grimoires, utilisent toujours un grimoire. Le grimoire sert à insérer soit leur recette de filtre, leur recette de rituel ou raconter leur rituel. Pour certains, ça devient même un journal intime où ils racontent même leur quotidien, s'il leur est arrivé quelque chose de particulier. Mais principalement, ça leur sert à répertorier leurs filtres, leurs souhaits, leurs invocations ou leurs rituels. Certains magiciens pensent que des grimoires anciens, qui ont traversé les époques, peuvent affecter de façon négative la psyché de ceux qui les lisent et altérer leur jugement.
Quand on est arrivé à notre cabane, il y avait un homme qui était là, qui venait de mettre une affiche sur notre cabane. À côté, il allait faire de l'expansion. Puis, pour ça, bien, ça fallait que la cabane s'en aille. On était déjà rendu dans notre phase de magie noire, donc on s'est dit que c'était impossible qu'on laisse ça aller. Les jeunes ne s'entendent pas sur ce qui doit être fait pour protéger leur cabane, ni sur le sort qu'ils doivent réserver à cet homme. On était deux surtout qui étaient vraiment contre l'idée parce qu'on savait pas exactement l'ampleur que ça pourrait prendre. Est-ce qu'on était vraiment supposé d'être les personnes qui allaient jouer avec finalement le destin de quelqu'un? Parce que là, avant, c'était toujours des personnes souvent indirectes ou rien de grave. Mais là, c'était quelqu'un qu'on avait vu, qu'on savait très bien c'était qui. Puis, on était déjà vraiment fâchés contre la personne. Donc, faire un rituel contre lui, on n'était pas nécessairement dans le meilleur des plus grands contrôles de nous-mêmes. Intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas une décision à prendre à la légère. Si je vais intervenir dans la vie de cette personne-là, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour pas nuire au libre arbitre, à la conscience de cette personne-là. On était deux qui refusaient de faire quoi que ce soit, qu'on pouvait passer à travers d'autres moyens. Mais le reste voulait absolument faire un rituel de magie noire pour qu'il ne revienne plus jamais. Nous, on avait peur que finalement, on peut-être mener plus que juste « il revient plus », comme par exemple « il revient plus à cause qu'il est blessé ou quoi que ce soit », ou on a ruiné sa vie. C'est pas nécessairement ce qu'on voulait. On voulait juste garder notre cabane. Pas nécessairement que lui soit blessé, juste garder notre cabane. Du côté de la magie noire, il y a une loi du triple retour qui est assez intéressante. Ils disent que si on lance un mauvais sort à quelqu'un, ce mauvais sort-là risque de nous revenir par 3 fois. Donc, ça sera soit 3 fois plus fort ou on recevra 3 fois un sort négatif. Avec le rituel qu'on a fait, à mon avis, c'était ce qui a fait en sorte qu'on a sauvé notre cabane, que cette personne-là, ce monsieur-là, on l'a jamais revu. Le projet est complètement arrêté, ça n'a jamais grossi. Même jusqu'à ce jour, techniquement, le projet n'a jamais grandi. Ils ont agrandi dans une autre direction. Chaque individu a un point de vue sur la magie noire ou une utilisation sur la magie noire. Mais habituellement, dans la littérature, ce qu'on rencontre, c'est des gens qui sont déçus de ce qu'ils sont déçus du monde, sont déçus de leur carrière. Et justement, ça peut être comme une forme de vengeance. Vouloir faire du mal à l'autre, vouloir faire en sorte qu'il arrive quelque chose de négatif aussi à l'autre. Souvent, c'est ce qu'on rencontre dans la magie noire. Si on fait une comparaison rapide avec la magie blanche, on prend les énergies qui sont autour de soi, comme par exemple les paroles qui ont énormément de puissance, les ingrédients, les outils qu'on utilise pour le rituel en tant que tel. Puis, toute cette énergie-là qu'on a canalisée, on l'a fait passer à travers nous, puis bon, c'est envoyé dans une direction précise. La magie noire, c'est le même processus. La différence, c'est que cette énergie-là n'est pas juste empruntée ou pris une partie, c'est complètement arraché de tout ce qui est autour. Et quand ça passe à travers soi pour finalement exécuter les rituels, ça nous enlève une partie de notre essence nous-mêmes. C'est pour ça qu'après un rituel de magie noire, t'es épuisé. Il est difficile de concevoir que des jeux d'adolescents puissent prendre une telle envergure. Jusqu'où cette quête de pouvoir magique mènera Yann Beauchamp et ses amis. La pratique de la magie apporte à Yann Beauchamp et ses amis un sentiment de puissance et de valorisation. Mais qu'en est-il vraiment? Ce sentiment n'est-il pas, au fond, qu'une illusion? Une chimère d'adolescent? Et tu te rends compte que dans le fond, tout autour de toi est juste négatif. Il n'y a rien de positif. Tu ne vois jamais le positif. Puis au niveau physique, de toute façon, ça t'aide pas.
vu que tu te sens jamais nécessairement très bien, tu te sens toujours un peu malade, un peu fatigué, tu n'as jamais de force parce que les rituels demandent de l'énergie, ça fait en sorte que, d'une manière ou d'une autre, tu te sens pas nécessairement à ta forme. Ce qui est encore pire, c'est qu'éventuellement, quand tu te lances vraiment là-dedans, tu te rends compte qu'il y a des rituels pour te sentir mieux physiquement, donc tu commences à faire ces rituels-là pour te sentir mieux, ce qui commence à être vicieux. Je dirais que les adeptes de magie noire s'enferment dans une vision négative du monde. C'est un choix, hein? Il faut le voir parce qu'il y a différentes formes ou d'accessibilité de la magie. Et les adeptes qui choisissent ça, c'est des gens habituellement, parce qu'il ne faut pas catégoriser non plus, qui choisissent d'avoir un apport négatif au monde, qui s'enferment de cet apport-là, pour différentes raisons qui leur appartiennent, évidemment. On a décidé de faire un rituel pour appeler une entité. Bon, rendu là, à ce moment-là, on avait les livres qu'on avait sous la main, les connaissances qu'on avait sous la main. Puis on a décidé d'appeler quelque chose, voir s'il y aurait une entité, quoi que ce soit, de l'au-delà, si on peut dire, qui pourrait venir nous rejoindre et nous communiquer. Il fallait que tout le monde suive la procédure à la lettre, dire exactement les bonnes paroles, faire les bons gestes pour finalement suivre finalement, le rituel pour faire un appel. Puis au sein de ce rituel-là, donc une fois que tout a été suivi, en gros, on a vu vraiment un objet là, flotter, hein, puis la preuve tangible qu'il y a quelque chose qui nous a répondu. Un objet qui se lève et qui bouge un peu, qui défie un peu la gravité, c'est impressionnant. C'est toujours un peu inquiétant quand on voit une première démonstration physique d'une entité extérieure. Tout le monde était aussi surpris que l'un que l'autre, donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tour. C'était là, puis c'était vrai. Si la magie repose essentiellement sur des rituels, c'est parce que le rituel est le facteur indispensable de conservation d'une forme d'action et de pensée. Prenons l'exemple de l'Église catholique, qui est basée elle aussi sur des rituels pour traverser les siècles. On peut même prendre l'exemple de l'armée, qui est basée sur des rituels également. Et c'est le seul moyen pour ces institutions, je crois, de traverser les siècles sans avoir de remise en question qui amènerait à la disparition. L'absence de rituel ferait très vite disparaître complètement les manifestations qui sont essayées. À 16 ans, Yann Beauchamp a l'impression d'être arrivé au terme de sa vie. Épuisé, usé, prisonnier d'une dépendance au rituel de magie, le jeune homme a l'impression que la magie noire a pris le contrôle de son existence et il ne sait pas comment s'en libérer. J'avais juste plus le choix. J'allais crever, éventuellement. C'était soit que j'allais m'achever moi-même ou quelque chose qui allait arriver, qui allait faire en sorte que j'allais perdre la vie. C'était assuré. Il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir à mes yeux, rendu là. Puis, je me suis donné un ultimatum personnel. C'est faut que je m'en sorte ou je continue. Si je continue, j'accepte le fait que je vais sûrement pas voir 25 ans. À l'adolescence, on cherche un sens à sa vie, on cherche à résoudre son identité, à trouver un sens finalement à ce qui se passe ici sur Terre. Alors c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont peut-être plus attirés que d'autres sur les mystères de l'au-delà ou sur, disons, le domaine de l'invisible, le domaine du magique. Donc en ce sens-là, ça peut beaucoup attirer les jeunes, la magie entre autres.
On ritualise énormément de choses dans l'espèce humaine. C'est un comportement de rassurance, sans aucun doute. Le fait de ritualiser un certain nombre de choses nous amène à savoir d'avance ce qui doit être fait et donc à ne pas s'interroger sur la manière dont il faut le faire et des résultats éventuels. Un rituel, c'est une béquille psychologique pour l'espèce humaine, je pense. J'ai vu les possibilités que la magie noire peut avoir, les ultimatums. La magie noire peut pousser des gens à finalement se commettre un suicide, à essayer même de commettre des meurtres. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment nocif. Ça peut mener à la mort de quelqu'un. Je connais 3 personnes qui eux-mêmes se sont suicidées à cause de la magie noire. C'est vraiment pas juste une blague, là, de dire « Oh mon Dieu, ça peut mettre quelqu'un dépressif ». Il va pas juste être dépressif, ça va mener quelqu'un à s'achever. Yann Beauchamp et ses amis sont persuadés de posséder des pouvoirs qui les placent au-dessus des autres. Ils usent et abusent des rituels de magie noire, les entraînant à chaque fois un peu plus loin dans la détresse. Bien sûr, tu peux pas aller parler, par exemple, si tu es dépressif. Tu peux pas aller parler à un psychologue. Du moins, tu peux pas être honnête. Parce que si tu vas le voir, tu dis oui, bonjour, je fais de la magie noire. J'ai décidé de faire en sorte que par exemple, dans mon cas, si j'irais voir un psychologue, une fille m'a brisé le cœur, j'y ai fait un rituel pour qu'elle ait la pire semaine de sa vie. Puis depuis ce temps-là, je me sens pas bien. Ça sera pas très long qu'on va être sur les pilules, puis on va pas se faire écouter. Donc, tu peux pas aller de ce côté-là. 3/4 de tes amis sont pas dans le domaine. Tu peux pas leur en parler non plus. Tes parents, ils vont vraiment tout faire pour t'arrêter. Donc, tout ce qui te reste après un bout, c'est le monde avec qui tu le fais. Puis eux, ils vont se dire, c'est pas grave, on va faire un rituel pour t'aider. Donc, tu descends. La descente aux enfers de Yann Beauchamp et de ses amis semble être la conséquence directe d'une dépendance et d'un recours systématique aux rituels de magie noire. J'avais atteint c'était le point de non-retour. Je sentais déjà, il y a quelques temps avant, que j'avais l'air de dériver, puis que ça n'avait pas l'air d'amener à nulle part, qu'on était juste en train de descendre, puis devenait de plus en plus sombre, dépressif, finalement écœuré de la vie en général. Puis je suis arrivé au moment où, c'est rendu là, si je continuais, je survivais pas. J'allais m'achever, puis j'allais finir ça là. Alexandra Caron vit aussi des moments troubles. Son choix de vivre par la magie la place le plus souvent à l'écart des autres. Il y avait un party de l'autre côté de la porte. J'étais dans ma chambre avec un ami. Il y a une personne qui m'aimait pas trop. Il a macéré un peu sa colère envers moi. C'était un nouveau colocataire, on le connaissait pas beaucoup. Tout d'un coup, on a entendu des menaces de l'autre côté de la porte. Heureusement, on avait barré la porte. Il y a eu mon ami qui était sorcier, qui a fait un rituel pour ouvrir une porte, pour appeler un ange martial. Le rituel que mon collègue sorcier a fait, il a ouvert une porte, il a fait une évocation d'un esprit qui s'appelle Kamael, qui est un esprit martial de la guerre, si je peux dire. Ça a été un drôle de choix d'invoquer un esprit martial durant un moment où on était menacé, parce que ça peut propulser ces énergies-là, ça peut donner de l'énergie à l'assaillant, finalement. C'était peut-être pas une super bonne idée, là, selon moi. Je peux pas relier directement l'effet du rituel avec le fait qu'on a été menacé, mais selon moi, ça l'a pas aidé la cause.
À ce moment-là, je le savais pas, mais quand il a ouvert cette porte-là, peut-être 5 minutes plus tard, la porte, il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la porte, mais de manière assez drastique. Nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait sur le coup, fait qu'on a décidé de... avant de décider de sortir, on a essayé de protéger la porte avec un sort, finalement. Alexandra et son ami réussissent à fuir par la fenêtre. Et bien qu'ils se mettent à l'abri de la menace, ils ne pourront jamais savoir jusqu'à quel point le rituel de magie les a réellement protégés. Si quelqu'un essaie de m'attaquer magiquement, ça va dépendre si je suis bien dans ma peau ou non. Ça fait que tout revient à ça. Personne peut vraiment t'attaquer si tu veux pas. Une personne saine d'esprit va tenter par tous les moyens possibles, naturels, c'est-à-dire les moyens communs qu'on a de tous les jours, par la communication, par la parole, par les actes, de régler ses problèmes ou ce qui survient dans sa vie. Il va tenter de les régler par des moyens normaux, là, je veux dire, par la parole, la communication. On a comme règle non écrite d'utiliser la magie seulement quand on a vraiment, vraiment besoin d'un moyen extraordinaire pour régler ce qu'on a à régler. Sébastien, c'est arrivé qu'il était vraiment en amour avec une fille, puis bon, elle lui a brisé le cœur. Puis ça a été le rituel qui avait vraiment un des plus grandes réussites, malheureusement. Ce rituel-là demandait finalement que cette femme-là ne connaît jamais l'amour. Au début, on pensait que c'était pour finalement qu'elle n'ait pas vraiment de chum pendant un bout ou quoi que ce soit. Face aux conséquences qu'entraîne le rituel chez cette fille, Yann Beauchamp éprouve beaucoup de remords. Il s'ensuit une prise de conscience qui lui sauvera la vie. Sa famille a presque régné au complet. Quelque chose qu'elle adorait. Elle a toujours été une fille très famille. Puis tout ce qu'elle commençait vraiment à se lancer dedans, perd d'intérêt. L'amour n'était plus là, la passion n'était plus là. Tout ce qui avait rapport avec la passion ou l'amour autour de cette femme-là, pendant des années, c'était jamais là. Ça partait de ça. La magie noire a comme gros problème qui vont pousser le rationnel humain à un autre niveau. Souvent, par exemple, on prend un exemple avec la magie blanche, ça va être un processus lent, mais qui fait en sorte que l'esprit humain va être capable de s'expliquer puis s'adapter à sa nouvelle réalité. Avec la magie noire, c'est catapulté par en avant, donc il faut que tu sois capable d'expliquer comment ta nouvelle réalité s'explique. On n'est pas éduqué depuis qu'on est jeune à comprendre comment on est capable de faire déplacer des trucs avec la pensée, par exemple. Donc, il faut l'expliquer. Tu te rends compte que tu as ces pouvoirs-là, ces possibilités-là. Faut soit que tu te recules, puis que tu te refonds sur toi-même pour essayer de te comprendre, puis savoir, OK, c'est quoi je fais là? D'où est-ce que ça vient, tout ça? Ou sinon, tu vas aller prendre tout ce que les livres sont capables de te dire, puis il y en a une idée qui va t'accrocher. Puis c'est là qu'on peut voir des gens qui vont péter les plombs puis se lancer dans des idées qui n'ont pas de sens. Cinq ans de magie noire ont mené Yann Beauchamp au fond d'un cul-de-sac, sans aucune issue, ni solution pour s'en sortir. Le jeune homme affirme avoir complètement perdu le contrôle de sa vie. Sans aide et sans ressources, Yann Beauchamp se retrouve au fond d'un abîme de solitude et d'anxiété. Alors qu'il n'a que 16 ans, il décide de changer son rapport à la magie noire afin de reprendre le contrôle de sa vie. Si c'était pas de mes amis, de ma famille,
Finalement, de tous les gens que j'avais autour de moi, là, quand j'ai décidé que je me sortais de la magie noire, j'aurais sûrement pas été capable de m'en sortir. J'ai été vraiment, vraiment chanceux d'avoir presque une équipe rendue là, qui m'ont sorti de mon trou. Éventuellement, il y a eu un déménagement qui m'a aidé. Puis, il y a toujours une partie de ma tête qui me dit que si c'était pas de ma famille, je serais peut-être pas là en train de faire un témoignage. Là. Quand j'ai décidé de m'en sortir, c'était inévitable qu'il fallait que je mette tout de côté. Il fallait complètement que j'oublie que ça soit arrivé parce que j'aurais jamais été capable de vraiment passer à travers tout ça sur le coup. Finalement, l'échappatoire a été la seule possibilité. Astou, Koutebuna, Bet M. Kout. Voyez, j'ai rempli ce lieu de pouvoir. Cher Atan qui réside dans le bélier, Antares de corps scorpionis, je vous appelle. Assistez-nous afin d'ouvrir le portail de Rubis. Maintenant, je brise ce sceau. Ce qui est bien important dans la magie, c'est de ne pas prendre pour acquis que ce qu'on fait, c'est vrai, que ce qu'on fait, c'est réel. Le vrai, le réel, ça, c'est le domaine de la science. Le domaine de la magie, si on commence à se croire, si on commence à fabuler que nous, on a un pouvoir mystique, qu'on est capable de changer la réalité à volonté, il y a un grand danger qu'on puisse s'aliéner soi-même ou entretenir des croyances un peu farfelues. Par le nom Abrahadabra et le signe du dragon rouge, je t'invoque. Je me suis demandé pourquoi que la magie noire existait vraiment, pourquoi qu'un outil aussi puissant est vraiment dans les mains de monsieur et madame tout le monde qui décident de se lancer dans le domaine. C'est là aussi que j'ai commencé une recherche un peu plus approfondie sur la spiritualité et la raison même de ces rituels-là. Quand je me demandais surtout comment que la magie existait, surtout la magie noire, puis après ça, quand j'ai décidé de faire un petit peu une quête spirituelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Étant catholique de naissance, j'étais voir des prêtres, j'ai posé des questions. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement toute la réponse rendue là. Notre culture maintenant est marquée par cette idée qu'on peut puiser un peu partout pour se construire une religion, plutôt une spiritualité, moi je dirais une spiritualité. Et ça va de soi parce que toutes ces différentes traditions-là, ces différentes spiritualités-là nous sont accessibles et on peut les connaître. Donc, ce qui marque notre époque maintenant, c'est cette capacité-là d'un individu de faire un mélange d'un tout pour se retrouver ou se forger sa propre spiritualité. Quand les gens sont en souffrance, effectivement, ils ont une quête parce qu'ils veulent comprendre pourquoi ça leur arrive. Alors, des fois, on peut demeurer longtemps dans ce pourquoi-là. Comment je vais faire pour traverser l'épreuve? Comment je vais faire pour grandir dans cette épreuve-là qui m'arrive? Je pense que la solution est plus dans le comment s'y prendre que dans le pourquoi. Maintenant que j'ai du recul, puis je vois ce qui s'est passé, ça m'a pris du temps, mais maintenant, je crois que c'est nécessaire d'en parler aux gens le plus possible, de faire attention à ce qui peut être ce qui passe autour, puis comment que la magie noire fonctionne en fait. Je crois encore à la magie, je trouve que c'est un outil qui est très fort. J'ai vu que ça marche. C'est peut-être plus pour moi nécessairement, j'ai peut-être passé à autre chose, mais la magie, oui, j'y crois encore. Je pense que je vais le croire pour le restant de mes jours avec ce que j'ai vécu. C'est une drogue, la magie. Qu'importe le niveau, éventuellement, il y a un petit boost, il y a un petit hype, il y a un petit gain d'énergie qui vient de nulle part. Ça peut être alléchant, si par exemple, on commence à en faire souvent. Dans mon cas, j'ai un peu peur d'y retourner, qu'importe le rituel que je fais. Donc, depuis que c'est arrivé, j'y touche plus.